Bien, mais merci de cette belle présentation qui déjà déblaye pas mal de choses. Alain Bardou, je suis médecin généraliste à Maubeuge. C'est le nord de la France, c'est juste à côté de la frontière belge. Et je suis rattaché à la faculté de Lille. Et quand on voit arriver des internes qui viennent de Paris, on est content. Ils ont appris beaucoup de choses en stage. Que l'on faisait de la psychothérapie dite de soutien, mais peut-être pas que, et qu'on voyait beaucoup de patients atteints de maladies chroniques pour lesquels les patients avaient à avoir des demandes engageant un mode d'existence que les soins vont avoir à modifier, et que en cela, déjà, c'était presque un processus de psychothérapie qui pouvait se mettre en place. Alors, cette approche centrée patient et cette conception biopsychosociale des maladies et des soins est importante, et que du coup tous les soins allaient tourner autour de la relation, et la relation allait être dans les soins, et qu'il y avait une intrication entre ces deux-là. Alors, il y a des questions par rapport au fait d'être supervisé, de travailler en groupe, et justement ça tombe bien parce qu'on va passer du temps à débriefer et à reprendre des situations. Et justement, j'avais envie dans cet exposé de vous présenter 4 vignettes cliniques qui sont des exemples un petit peu de situations débriefées qui ont pu être vues avec des internes dans une pratique de médecine générale. Alors, il y a des limites. Souvent, ce qui se passe dans un domaine dit psychothérapique a besoin d'un peu d'intimité et de temps. On est un peu pris par le temps, et l'intimité, ce n'est pas vraiment le cas ce soir. Mais on va avancer. Alors, voilà Marc, qui est un nouveau patient retraité de 73 ans et qui vient pour renouveler un traitement d'apnée du sommeil. C'est un formulaire qui a été demandé par ailleurs. Et puis le médecin, lui, est embarrassé. Le médecin aussi est irrité. Il se retrouve à faire des choses. Il n'a pas vraiment l'habitude. Il ne sait pas bien comment faire. Alors, du coup, il ne sait pas comment se débrouiller. Et puis l'insomnie est toujours importante. Alors du coup, pendant ce temps-là, le médecin bidouille, cherche sur l'ordinateur et se retrouve à éditer un agenda du sommeil. L'examen, la consultation se continue, et il y a un passage sur le divan d'examen parce qu'il y a un examen clinique habituel pour ce renouvellement d'hypertension. Le patient s'allonge et dans ce changement de position, il poursuit son exposé. De toute façon, l'appareil, ça ne m'aide pas tant que ça. Je me réveille 2 heures après, puis je traîne le restant de la nuit. C'est peut-être à cause de la maladie et du décès d'un parent il y a 2 ans. À l'époque, j'ai veillé pendant de longs mois surveillant les appareils. En débriefant un petit peu après cette situation, on se rend compte qu'en fait, un renouvellement de traitement et le suivi d'une machine sont devenus des modes fréquents de consultation. On pourrait même désormais parler d'une relation entre un médecin, un malade, la maladie et le système de soins. Ça va être la place donnée aux patients comme acteurs des soins et de la maladie, qui peuvent retrouver une dynamique de changement et d'éviter ainsi les automatismes induits par les objets techniques. Le ralentissement du machinal, notamment quand quelque chose grince et qu'on a envie d'aller vite à un protocole ou à une recommandation qui risque de faire tourner court la relation avec le patient, la transformant ainsi en une succession d'automates. Cette bonne utilisation des objets techniques permet de gagner du temps. Ça va être ce temps gagné qui va favoriser la relation. Loin d'une technophilie ou d'une technophobie, on va avoir du temps pour des moments de silence, des relances, le temps pour penser à des choses, avoir des sentiments, des trucs procadonistes, et tout cela, ça va donner une tournure psychologique, et au lieu d'une simple prise de constante ou d'une observation d'une maladie, en quelque sorte extérieure au patient. Il y a ces 2 faces aussi de la consultation médicale, ce temps en face à face, et puis aussi ce temps de l'examen clinique. L'examen clinique qui introduit une dimension corporelle à travers le toucher et la proximité physique. Le mouvement de rapprochement, comme la prise de tension, l'attention,
fait émerger de nouveaux éléments non accessibles autrement. On peut dire qu'il y a quelque chose qui va au-delà de l'empathie, parce que ça englobe une connaissance émotionnelle et physique de l'autre. Ça se construit au fil du temps, et il n'y a pas besoin pour autant d'une anamnèse complète. Ces perceptions, ces impressions émotionnelles, tous ces éléments qui peuvent dire « c'est tout lui » en s'exclamant, un peu comme quand on voit une caricature, vont aider à maintenir une stabilité dans la relation de soins. Il y a dans cette individualisation des soins des liens avec les concepts d'individuation comme gage de bonne santé mentale. Alors, tout à l'heure, il était question de positif. On pourrait dire aussi qu'il est intéressant de suivre le chemin du poète qui promeut la recherche du beau comme le plus sûr chemin pour trouver l'individu. Ce qui commence par le visage et de prendre du temps pour se regarder. Ce qui invite aussi à aller chercher au-delà des souffrances et du négatif, des côtés lumineux et positifs des personnes pour nouer la relation. Et d'ailleurs, qu'il s'agisse d'éducation thérapeutique, de soins, de développement personnel ou de psychothérapie, il y a une concordance dans cette valorisation des aspects positifs. Un courant de médecine fondé sur les valeurs dit de s'appuyer d'abord sur le positif, et tout à l'heure il était question de Carl Rogers, et cette croyance dans les capacités de développement de l'autre est bien au cœur d'une démarche humaniste. Alors, la journée continue et voici d'autres patients. Tony qui vient avec son épouse, il a 40 ans, et il vient ici car c'est elle qui s'occupe de tout, et ici, ça ne fait pas peur. Il souffre de polypathologie, il y a une hypertension, du diabète, l'obésité, bref, beaucoup de choses pour nous. Madame l'assiste durant les entretiens comme pour le protéger. La prise en charge articule des prescriptions, des examens, les facteurs de risque cardiovasculaire, etc. Ce jour, la question du tabac arrive. Monsieur a baissé avec le traitement de substitution, mais il reste encore une dizaine de cigarettes. C'est madame qui fait les tubes, car toutes les manipulations l'énervent trop. Il est question d'activités motrices, de rituels, une exploration de la vie quotidienne, de ce qui parfois énerve, rassure. Pas de grandes prescriptions, pas de grands discours, mais des rires, des regards, un travail mental pour pouvoir nommer les difficultés. Il y a de la sueur et une sorte de satisfaction en fin de consultation, attestant en quelque sorte d'un processus en cours. Tout à l'heure, la photo de Louis Velué est passée à l'écran et il reprenait une citation de « N'importe quel médecin ne peut pas soigner n'importe quel malade ». C'est presque une introduction à cette demande du patient, pas faire peur. Et parmi nos patients en médecine générale, nombreux sont ceux pour qui l'expression et même l'identification des émotions sont difficiles. La vie mentale est réduite, tous les aspects concrets de l'existence prennent le dessus. Il y a une pensée opératoire qui s'installe avec un discours factuel et une focalisation sur les symptômes corporels au détriment d'une expression d'émotion ou même de sentiment. Dans ces cas-là, garder le contact, analyser et partager des impressions pour stimuler l'expression et sortir d'une passivité toxique sont des objectifs importants. Accueillir, se mettre au diapason demande une attention et une extension du domaine de la clinique par la prise en compte de tout ce qui est perceptible, les faits du quotidien, le mode d'être, la façon d'être, ainsi qu'aux éléments transmis chez le soignant, nos propres sensations, émotions et sentiments. D'ailleurs, dans la description des techniques psychothérapiques, le livre est passé tout à l'heure à l'image, il est proposé de considérer que tout ce qui se passe dans l'intersubjectivité soit rapporté à la problématique du patient. C'est une adaptation un peu singulière de l'approche centrée patient qui offre un grand avantage, c'est-à-dire que notre engagement professionnel
est en quelque sorte protégé, ainsi que notre vie privée. Il s'agit d'enrichir la vie mentale en prêtant un peu de notre cerveau, de notre appareil psychique, l'espace des consultations pour avancer. Cependant, si on est trop proche, la consultation s'enlise et on perd tout sens critique. Et trop loin, on va gagner en tranquillité, à l'abri de protocoles, mais notre propre épanouissement de soignant s'en ressent. C'est pas terrible, on s'ennuie un petit peu quand même. Reconnaître ces mouvements transférentiels, ainsi que les dynamiques de couple, les accepter non s'y opposer, font partie d'ailleurs de la pratique médicale. Ici, accueillir ce patient avec ses craintes et ses plaintes, aller un peu plus loin que la symptomatologie fonctionnelle en étant attentif aux émotions et aux sentiments, cela peut diminuer le stress et permet d'avancer dans les soins médicaux. Outre un apaisement des organes sous tension et un apaisement somatique, il y a des changements limités, quoique considérables, chez des patients qui, pour de multiples raisons, auront du mal à accéder à des soins psychologiques. L'après-midi continue et voici Anne qui vient régulièrement au cabinet avec ses 2 enfants. Au début, ce sont des motifs aussi banaux que des viroses, puis elle a parlé d'elle, disant petit à petit des éléments d'une vie marquée par des violences subies, un isolement et une détermination à vivre malgré tout. Dans mon coin, trouver des lieux d'écoute n'est pas facile. Alors, en attendant, il faut parer à l'urgence et tenir malgré tout. Pendant qu'elle se confie, les enfants sont sur YouTube, derrière le divan d'examen, ou parfois avec la secrétaire. C'est du bricolage, faute de mieux. Elle a déjà vu des travailleurs sociaux, une psychologue, mais elle revient. Les amis la trahissent, les institutions sont en difficulté. Tout rejoue une partie qu'elle connaît bien. Bien sûr, j'ai envie qu'elle voie d'autres personnes, vu l'importance des souffrances, mais elle est là et semble se sentir bien. Il n'est pas facile de passer la main sans la lâcher. Il a été dit tout à l'heure par Alain que l'isolement majorait toutes les pathologies et avait bien à voir avec les souffrances psychiques. Et dans notre dispositif médecin traitant, une certaine organisation des soins doit se mettre en place pour assurer cette recherche de justice sociale et permettre d'entendre le besoin urgent de se confier à quelqu'un. En même temps, partager une blessure intime engage le patient et le soignant. Un entretien qui intègre des dimensions psychologiques et une attention à la vie émotionnelle va perdre de sa neutralité et on se retrouve pris un petit peu. Pour un médecin, en première ligne, face à toutes ces charges morbides, cela nécessite des protections, des défenses. Alors on peut ne pas voir, ne pas sentir, ne pas entendre, c'est les choses les plus simples, mais il y a d'autres mécanismes, comme un recours à un examen physique un peu rapide, l'adressage à un confrère, etc., etc. Alors, on peut les repérer, et en les repérant, se prenant un petit temps de repos, de répit, s'en dégager un petit peu. Ici, ce qui pourrait être perçu comme une erreur d'adresse est aussi un premier pas pour obtenir un soulagement. Acquérir une certaine souplesse, ici, ne pas insister, ça va favoriser l'établissement d'une relation sécure, ce qui n'est pas rien en telle situation et est déjà une forme de réparation. Tenir la main, être présent est un premier soin, un soin de base, un soin premier, avant d'aller plus loin. C'est notamment vrai dans les troubles de l'attachement et l'adaptabilité, la permanence des soins que l'on peut trouver en médecine générale sont très intéressants. Pour autant, vous l'avez vu, il y a une forme d'ajustement et une forme d'aménagement des cadres, et cela nécessite une attention éthique pour assurer une forme de contrôle et de soutien. Ce sont utilement ces aspects qui peuvent être retravaillés et ajustés dans les espaces de discussion et d'échange. Travailler sur la relation et utiliser la relation comme un outil thérapeutique suppose
d'être soutenu. Alors, je voudrais aborder un autre aspect à travers une histoire de vie plus complexe et plus longue. Adèle, qui a commencé à consulter pour une colopathie dans un contexte de grande anxiété, présente un peu plus tard un cancer génital évolué. Et chez une patiente sans enfant, c'est vécu de façon un grand bouleversement. Lors du long parcours, une arythmie est mise en lien avec une intensité du stress et va survenir comme cela lors d'une visite à domicile, l'apparition d'une acite qui est un séisme. Le médecin est tout aussi pris que la patiente par ce côté dramatique et pour autant des images de grossesse viennent à l'esprit du médecin comme pour se rassurer ou pour penser à des choses un peu positives. Quelque chose est transmis de cela, la patiente vit une tristesse intense et c'est un moment un peu charnière dans la prise en charge. Un changement s'ensuit et il y a un apaisement des angoisses avec une poursuite des soins oncologiques. Bien plus tard, elle exprimera une sorte de satisfaction d'avoir progressé dans sa vie grâce à cette maladie qui lui a fait gagner de l'assurance et une stabilité d'humeur. Son compagnon le confirme dans une connivence touchante. Il y a des phénomènes un petit peu de guérison à la fois psychique et corporelle qui s'est organisée dans une collaboration entre des soins techniques et une relation centrée sur les besoins et expressions émotionnelles. Dans les patients que l'on suit en médecine générale, la durée et l'intensité de suivi, lors de suivis qui comportent parfois des centaines de consultations et même parfois plus, créent une connaissance importante partagée tant du côté du médecin que du patient. La proximité de la mort, le côté dramatique va faire parfois rechercher des moyens hétéroclites au-delà des actes habituels du soin pour contenir l'effroi et les angoisses. C'est ainsi que dans le bain de langage qui peut entourer les consultations, des images surgissent. Alors raccorder une arythmie et des palpitations à un stress, c'est un peu habituel, une tentative d'explication. L'évocation d'un gonflement de ventre participait de ce même mouvement. Mais il y a une forme de compréhension qui a pu intervenir par rapport à ce drame en train de se jouer, qui a pu peut-être aider la patiente. Il est question, par rapport à cela, d'un élément qu'on pourrait appeler flash thérapeutique, ou d'autres vont parler d'insight, de tilt, d'eureka, de quelque chose qui, à un moment, va traverser les protagonistes et va faire changer le cours des choses, ou tout au moins la situation. Il est question un petit peu de liberté, avec la liberté de ne pas trop se soucier de théorie pour se focaliser parfois sur des aspects apparemment mineurs, mais hautement significatifs, et une discipline pour rester attentif à distinguer dans les observations ce qui vient du patient et du médecin. C'est cette relation unique construite entre deux personnes qui permet une croissance mutuelle avec la perspective de dépasser la maladie à travers de nouvelles découvertes existentielles. Pour cette patiente, dans du travail après réflexion, en travail en groupe, ces images de grossesse survenant chez un médecin étaient chargées de multiples significations. Ça pouvait être renvoyé à une blessure, à un succès dans une relation conjugale, enfin plein de choses. En tout cas, c'est resté dans l'ombre. Alors, en guise de conclusion, par rapport à ces quelques vignettes qui, j'espère, montrent qu'au-delà d'être simplement quelque chose de soutien, la psychothérapie du médecin généraliste avait à faire avec nos patients. On voit que cette relation médecin-malade nécessite une vraie attention pour devenir thérapeutique. Alors, il a été question tout à l'heure beaucoup de Balint et les groupes Balint qui portent le nom du médecin qui les a théorisés et développés il y a quelques années, présentent trois grandes caractéristiques, ou trois caractéristiques qui semblent assez importantes. Tout d'abord, la narration d'un cas vécu sans prise de notes
pour pouvoir se centrer un petit peu sur les émotions, les sentiments et faire venir le plus d'éléments relationnels. Ce qui permet de prendre une sorte d'habitude à se centrer sur la demande existentielle du patient, en intégrant les différents points de vue, puisque le travail du groupe va pouvoir faire émerger différentes choses. En même temps, une référence à l'inconscient, c'est-à-dire d'être un petit peu, tout à l'heure il était question de la personnalité du médecin comme son principal outil thérapeutique, c'est-à-dire d'aller explorer ce qui est méconnu, ce qui n'est pas apparent, n'est pas immédiatement disponible. Et on se rend compte souvent qu'on en sait beaucoup plus sur nos patients que l'on pourrait en dire quand on répond à des questions et quand on s'interroge. Et puis aussi cette présence d'un animateur qui va garantir un travail en groupe et plutôt que de chercher des consensus, qui va chercher une ouverture à différents points de vue. Alors, bien entendu, ça soutient la créativité et l'inventivité des soignants. Quelque part, ça peut avoir à voir avec un retentissement important sur le bien-être du médecin qui va gagner en bienveillance par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il sent et par rapport à son propre métier. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Bonjour, moi je suis tout jeune médecin généraliste. Et la question que je me posais, c'est est-ce que ces consultations, est-ce qu'elles prennent plus de temps? Et puis pour mettre en place cette relation thérapeutique, combien de consultations il faut? Voilà. Ces consultations, elles sont dans un flot, dans une habitude, donc elles ne prennent pas beaucoup plus de temps. C'est plutôt un style relationnel qui va permettre de garder des portes ouvertes. Certains auteurs parlent de psychagogie, comme on parle de l'éducation thérapeutique comme un style. Ben là, il y a un style à maintenir ouverte une porte pour parler un petit peu, pour partager des choses. Et bien entendu, il y a des moments un peu charnières qui prennent plus de temps parce que la situation l'impose. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la porte ouverte et l'aménagement du cadre. Ces 4 situations présentées n'ont pas pris plus de temps que d'autres consultations, à l'exception de cette situation de bouleversement émotionnel quand il y avait la charge de la mauvaise nouvelle chez la patiente présentant un signe clinique d'aggravation, chez lequel le médecin, tout autant que la patiente, était pris par une mauvaise nouvelle et ils essayaient de se dépêtrer comme ils pouvaient avec ce moment-là. Est-ce qu'on a une autre question? Il y a une main qui se lève au fond vers la régie. Il y en a une ici aussi. Nicolas Dusly, Marseille. Je me suis interrogé sur le choix des mises en scène avec des Playmobil qui sont quand même le symbole même de la non-expressivité des émotions. J'ai trouvé ça audacieux et ça m'a posé des questions. Peut-être il y aura un mot à dire dessus, je ne sais pas. Autre chose, c'est le processus de construction de la relation. Quand les internes arrivent dans les cabinets, ils voient déjà une relation qui s'est construite ou qui est en train de se construire et ils la prennent sur un instant T. Et la difficulté pour eux, c'est de comprendre que cette relation, elle s'est peut-être construite sur des années ou des mois ou des semaines, ça dépend un petit peu de ce qui s'est passé. Et quand ça m'est arrivé d'emmener mes internes sur des groupes Balint, comme témoins, comme participants, mais pour une séance ponctuelle, et ils ont compris au fur et à mesure de la séance que, effectivement, quand on parlait de la relation avec un patient, d'abord on revenait aux sources, on revenait un petit peu au moment où la relation s'était établie, et ensuite ce qu'il avait nourri. Et de retour au cabinet,
c'était plus simple pour eux de voir qu'effectivement, on était dans un processus et on était bien dans quelque chose qui se construisait, qui se vivait, qui des fois se défaisait aussi, mais qui n'était pas quelque chose de figé, à la différence des Playmobil. Oui, les Playmobil, c'est une facilité. C'était plus compliqué pour moi de dessiner et de mettre... Voilà. Après, bien entendu, faire venir les internes dans des groupes qui puissent avoir du temps pour réfléchir et penser à distance de la situation, c'est intéressant. Après, souvent, dans ma pratique, j'essaie de me débrouiller pour que les internes revoient des patients et qu'il y ait un suivi. Après, c'est les formes. Il y a différentes formes de travail en groupe. Dans des groupes d'échange de pratiques, un certain nombre d'aspects peuvent être repris. Il me semble intéressant dans les groupes Aline, c'est que les internes vont pouvoir se rendre compte à quel point les émotions et le ressenti du médecin est important dans la relation. Et donc de reprendre ces éléments-là petit à petit dans le travail avec eux, dans des temps de supervision, en mettant un peu le focus sur quelles étaient leurs perceptions, leurs impressions, ce qu'ils sentaient et en quoi ça a été en écho avec ce que pouvait vivre ou ne pas vivre le patient. Et de les amener petit à petit à découvrir ça. Après, un acquis aussi dans les groupes, c'est une stimulation à la créativité. Et pour être créatif, il faut oser se tromper, oser des hypothèses, se laisser aller à faire des associations d'idées. Voilà. Donc c'est un élément assez important, me semble-t-il, dans le cadre de la formation, d'oser dire tout ce qui nous passe par la tête. En dehors des situations avec les patients, bien entendu. On avait une dernière question en bas. Bonjour, je vous remercie tous les deux pour vos présentations. Non, ce n'était pas une question, c'était une remarque. Moi, souvent, pour rassurer mes internes, en fait, avant de parler de tout ça, je parle de la communication. Finalement, parce que quand on leur apprend les principes de l'écoute active, quand on leur apprend la rhétorique, quand on leur apprend la synchronisation, quand on leur apprend un certain nombre de choses, je trouve que c'est beaucoup plus simple pour eux d'aborder la psychothérapie. C'est tout ce que je voulais dire.